Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat, votre émission pour aller plus loin ce soir sur la visite d'État de Raúl Castro en France. Le président cubain dîne à l'Élysée. Paris veut s'affirmer comme le premier partenaire commercial européen de l'île des Caraïbes. Les détails à suivre. Top départ des primaires US, tous les regards convergent vers le petit état rural de l'Iowa. C'est la première étape de la longue marche vers la Maison Blanche. On vous propose une plongée américaine avec nos invités ce soir. Tandis que les partenaires sociaux doivent bientôt entamer leurs tractations sur une nouvelle convention de l'assurance chômage, le gouvernement ouvre la brèche de la dégressivité. L'analyse à suivre. Jacqueline Sauvage-Gracier, et c'est maintenant la procédure de libération qui est lancée et peut prendre des mois. Et au-delà, des questions se posent autour du verdict de la justice, du réquisitoire du procureur. Retour ce soir sur un élément fondamental, la peine et son aménagement. Voilà donc pour le programme. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à réagir via notre hashtag OVPL. Et tout de suite, les repères de l'actualité, c'est avec Sophie Normand-Couturier. Bonsoir, l'OMS décrète officiellement l'urgence mondiale concernant Zika. L'Organisation mondiale de la santé a en effet jugé qu'un lien était fortement suspecté entre ce virus transmis par un moustique et une hausse exceptionnelle en Amérique du Sud de cas de microcéphalie, une malformation congénitale. Selon ces estimations, il pourrait y avoir jusqu'à 4 millions de cas de Zika sur le continent américain. Il a été accueilli à Paris avec les honneurs militaires. Raúl Castro a entamé ce lundi une visite officielle de 2 jours en France, la première d'un président cubain depuis 21 ans. Une visite qui consacre une normalisation des relations de la Havane avec l'Europe. Nathalie Guilloire. Raúl Castro sur le tapis rouge de l'Élysée. C'est une arrivée en grande pompe pour le dirigeant cubain qui a eu droit au plus haut niveau protocolaire. Le signe d'une normalisation des relations de la Havane avec la France, qui compte bien devenir le premier partenaire européen de l'île des Caraïbes. Après 1 heure d'entretien, une douzaine d'accords ont été signés entre les deux pays dans les domaines du tourisme, des transports ou du commerce équitable. L'occasion aussi pour François Hollande de lancer un appel au président américain. Le président Obama, qui a fait de nombreux gestes, doit, et il l'a dit lui-même, aller jusqu'au bout et permettre qu'il puisse y avoir la fin de ce vestige de la guerre froide. Cette première journée s'est achevée par un dîner d'État à l'Élysée pour Raúl Castro, avec à sa table le DJ David Guetta, l'actrice Virginie Efira, mais aussi Jean-Luc Mélenchon. Elle le préparait en toute discrétion depuis début janvier. Moins d'une semaine après sa démission, Christiane Taubira publie un livre surprise. Son titre, Murmure à la jeunesse, un réquisitoire contre l'inscription de la déchéance de nationalité dans la Constitution. Julie Hulin. Elle vient de quitter le gouvernement, mais pas l'espace public. Après une conférence vendredi dernier à la New York University, voici le livre de Christiane Taubira, écrit dans le plus grand secret. Un essai d'une petite centaine de pages publié à 40 000 exemplaires. Murmure à la jeunesse, où elle réaffirme son opposition à la déchéance de nationalité. Que serait le monde si chaque pays expulsait ses nationaux de naissance considérés comme indésirables? Faudrait-il imaginer une terre déchetterie où ils seraient regroupés? Loin du règlement de compte, Christiane Taubira rend également hommage à François Hollande pour sa gestion des attentats. Beaucoup y voient un coup politique préparé quelques semaines avant sa démission, alors que l'Assemblée nationale entamera vendredi en séance l'examen de la réforme constitutionnelle. Et on termine avec cette image, celle du remorquage du Modern Express. C'était l'opération de la dernière chance et c'est un succès. Le cargo est actuellement tracté vers le port espagnol de Bilbao. Il sera stabilisé puis redressé. Il ne risque donc plus de s'échouer en France. Le Modern Express était à la dérive depuis 7 jours. Place maintenant au premier débat. Vous revenez, Sonia, avec vos invités sur les conséquences de la grâce présidentielle accordée par François Hollande à Jacqueline
Oui, merci Sophie. Il y a eu énormément de réactions. C'est une affaire qui mêle l'émotion, bien sûr, avec le sort de Jacqueline Sauvage, la politique, avec cette grâce présidentielle, et bien sûr, la justice. Et c'est ce domaine qui nous intéresse. Ce soir, on entend dire que la justice s'est trompée 2 fois en condamnant Jacqueline Sauvage à 10 ans de réclusion. Mais sur quels éléments se sont vraiment appuyés les jurés pour établir ce verdict? C'est la question également de l'application des peines en France qui est au cœur de ce débat. L'analyse avec nos invités ce soir. Corinne Dreyfus-Schmidt, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes avocate pénaliste, merci d'être avec nous. En notre compagnie également ce soir, le nouveau bâtonnier de Paris, maître Frédéric Sicard, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Olivier Janson nous accompagne, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général adjoint à l'USM, c'est l'Union syndicale des magistrats. Et Frédéric Ploquin, bonsoir. Bonsoir. Grand reporter à Marianne, spécialiste notamment de justice et de police. Alors madame, messieurs, il y a eu évidemment un déluge de réactions hier et toute la journée aujourd'hui autour de la justice. Et certains affirment, beaucoup affirment, que c'est un camouflet, Frédéric Sicard, pour la justice qui s'est trompée 2 fois dans cette affaire. Avant d'entrer dans les détails, est-ce que c'est votre avis ? Avant de dire si la justice s'est trompée ou pas, je pense qu'il faut avoir un peu de réserve. Pourquoi ? Parce qu'on a entendu que c'était une critique de la légitime défense. Or, la légitime défense, c'est pas tout à fait la situation qui a été décrite. C'est une critique aussi des réquisitions du procureur. Alors ça aussi, ça demande des nuances. Je pense que, en fait, ce que l'on voit dans la grâce présidentielle, c'est ce qui reste de ce qui doit être un état de droit, c'est-à-dire c'est le chef de l'État qui, conformément à la Constitution, finit par avoir le dernier mot. Il n'a d'ailleurs pas le dernier mot de la condamnation, il a le dernier mot pour pouvoir rendre un peu de liberté. Et ce qui pourrait être intéressant derrière, c'est de se poser une autre question. Comment se fait-il qu'on reste dans cette situation d'état de droit et quand va-t-on arriver à ce qu'on appelle une société de droit, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, où il y aura suffisamment de droits de la défense, suffisamment d'interdits pour éviter toutes les déviations, toutes les dérives, de telle sorte que les procédures soient totalement encadrées. On peut rêver d'un procureur qui ne pourrait pas se prononcer sur les applications de peine et se tromper dans le calcul. On va en parler. On peut rêver de tout ça et je pense que c'est la vraie question derrière. Mais on ne devrait pas en rêver, on devrait la voir. On va d'abord poursuivre ce tour de table plus général. Maître, même question, est-ce que vous considérez que la justice s'est trompée 2 fois ? Alors je crois qu'on n'est pas du tout sur ce terrain-là. Il n'est pas question de dire que la justice s'est trompée parce que le droit de grâce ne remet pas en question la déclaration de culpabilité. Le droit de grâce, et on le voit bien en l'espèce, c'est une mesure qui permet d'alléger les conditions d'exécution d'une peine. Puisque le droit de grâce présenté par François Hollande concerne exclusivement l'exécution de la peine et la période de sûreté de Madame Sauvage. Mais est-ce qu'on s'est trompé alors sur la peine ? Est-ce que la justice s'est trompée sur la peine ? Peut-être que la question est plus précise. Alors je crois que certainement dans la décision qui a été prise par le président de la République, il est important de souligner qu'il y a eu une dérive qui existe depuis un certain temps devant les cours d'assises. C'est-à-dire que les avocats généraux, au lieu de requérir des peines prononcées, requièrent des peines exécutées. Donc nous, avocats pénalistes, nous devons expliquer aux jurés la différence et le fait que les aménagements de peine, contrairement à ce que dit parfois le procureur de la République, c'est pas automatique. Et en l'espèce, ici, l'avocat général a, j'imagine, fait une erreur en indiquant que Madame Sauvage allait pouvoir bénéficier d'un aménagement de peine au bout d'1 an, ce qui n'est pas possible puisqu'elle a été condamnée à une peine de 10 ans avec une mesure de sûreté de 5 ans qui est de droit. Alors on va s'arrêter sur ce point et avoir vos avis. Frédéric Ploquin, c'est ce que dit Maître, c'est-à-dire c'est un élément quand même essentiel qui n'a pas beaucoup été relevé et qui peut expliquer peut-être cette condamnation en 10 ans. Est-ce que l'avocat général a laissé croire, ou s'est peut-être trompé lui-même en affirmant que si la peine de 10 ans était prononcée, eh bien Jacqueline Sauvage aurait une remise de peine et qu'elle pourrait sortir rapidement, et les jurés tenant compte de cela se sont dit, eh bien voilà, la peine sera de 10 ans puisqu'elle peut sortir rapidement. D'abord, sur le plan strictement politique, le geste de François Hollande ne concerne pas la justice, c'est un geste politique, parce que cette femme est devenue en quelques jours une espèce de symbole national de la lutte contre toutes les violences faites aux femmes. Et j'aurais été le président de la République, je serais peut-être allé, je ne serai jamais, je vous rassure, je serais peut-être allé jusqu'au bout, c'est-à-dire pourquoi pas la décorer, cette femme. Finalement, c'est une victime. Quand on a des gens qui partent au front et qui reviennent,
blessés de guerre. C'est un autre débat, vaste débat de la qui reviennent décoration, blessés dans ce cas-là. éventuellement de guerre, ils sont décorés par le président de la République. Cette femme a subi des violences, apparemment, ça c'est acquis, c'est un fait acquis, conjugales pendant des années. Elle a énormément souffert. Bon, le président de la République aurait pu lui remettre une médaille, pourquoi pas. Il a fait un geste là très politique qui consiste à dire, effectivement, le droit de grâce existe. Depuis François Mitterrand, il n'a pas beaucoup été utilisé. François Mitterrand avait, en 1980, à peine élu à la présidence de la République, gracié un certain nombre de prisonniers, donc aménagé les peines de dizaines, de centaines de prisonniers. Là, il fait ce geste très politique. Après, l'interprétation qui en est faite de savoir si, parce que vous savez, le président de la République précédent était critiqué énormément pour justement critiquer les juges, qu'il avait traités, je vous le rappelle. Non, mais l'aspect politique est clair. Non, mais je vais jusqu'au bout de ça, de petits pois. Oui. Là, on pourrait dire que le nouveau président de la République maltraite le peuple, parce que finalement, qui a jugé cette femme, au final, qui a prononcé cette peine? C'est pas l'avocat général, il a réclamé une peine, il s'est peut-être mal exprimé comme vous dites, mais ce sont les jurés. Donc c'est le peuple qui, sur la base de ce qui nous représente et qui sont là, et ce sont eux qui ont tranché, qui ont décidé. Donc on peut dire, oui, alors François Hollande, du coup, passe par-dessus, marche par-dessus le peuple. Je reviens quand même, pardonnez-moi, je comprends l'aspect politique, mais est-ce qu'il faut quand même minimiser, et je vous pose la question, je ne suis pas spécialiste de la justice, ce qu'a dit ou ce qu'aurait dit le procureur et l'avocat général, qui aurait peut-être induit en erreur les jurés, et ce qui explique quand même une condamnation sur laquelle nous parlons depuis des semaines et des semaines. Le téléspectateur qui n'a pas assisté à un procès aux assises, c'est pas aux assises, effectivement, il y a l'avocat général qui pèse plus ou moins en fonction de sa personnalité, mais celui qui pèse le plus au moment de prononcer la peine, c'est le président, qui se réunit dans une petite salle pendant 1, 2, 3, 4, 5 heures avec les jurés, puis ensemble ils pèsent. Et il y a des tas de procès où on peut considérer, où le président pèse de tel côté, fait pencher à la balance de tel ou tel côté. Il induit des réponses de la part des jurés qui, eux, ne sont pas des professionnels du droit. Peut-être le dysfonctionnement, pour comprendre. C'est formidable. À chaque fois qu'il y a un magistrat qui est invité pour s'exprimer sur un événement qui concerne la justice, il y a toujours le mot dysfonctionnement dans les questions qui lui sont posées. On parle rarement des trains qui arrivent à l'heure. On peut bien vous inviter pour cela, mais voilà, c'est pas le cas. Non, mais sur cette question, il y a eu plusieurs éléments qui ont été évoqués. Je vais prendre peut-être un peu dans le désordre, mais l'avocat général, si les avocats généraux étaient suivis aveuglément par les cours d'assises, ça se saurait. La justice, elle est rendue après un débat judiciaire. Là, en l'occurrence, on est sur une procédure tout à fait particulière où ce sont des jurés populaires qui, en grande majorité, vont prendre la décision finale, et on est sur une procédure qui est orale, avec des témoins qui viennent, et ça dure très longtemps. Généralement, on considère tous que la procédure criminelle, la procédure des assises, c'est ce qui fait honneur à la justice française, parce que c'est encore celle où on prend le temps de débattre et d'échanger et d'argumenter les uns et les autres. Donc c'est quand même un peu dommage qu'à travers cette affaire, on soit en train de nourrir un petit peu plus un sentiment de défiance vis-à-vis de la justice. Après, sur la décision elle-même, proprement dite, elle intervient après ce qui est un camouflet judiciaire, pas pour la justice, mais pour la défense. À 2 reprises, il y a eu un système de défense qui était particulièrement osé, qui consistait à dire nous allons, nous, avocates, je crois qu'elle en a changé. Reprise avocate de Jacqueline Sauvage. Avocate de Jacqueline Sauvage, nous allons demander qu'elle soit acquittée sur la base de quelque chose qui était juridiquement très hasardeux, une légitime défense différée dans le temps. C'était juridiquement inédit. Si ça avait été suivi, ça n'a pas été suivi. Donc la peine n'a pas été débattue par la défense. Donc on peut parler d'un avocat général, puisqu'il y a eu appel, il y a eu 2 avocats généraux. Peut-être des arguments qui ont été mal compris ou mal exprimés ou une erreur de sa part. Ouais, une fois. Mais il y a eu un 2e avocat général. Et la même décision a été prise par une 2e cour d'assises. C'est ça le fond du dossier. Après, je trouve que cette affaire, elle en dit finalement beaucoup plus long, beaucoup plus sur la médiatisation de notre société que sur le fonctionnement judiciaire. C'est-à-dire aller jusqu'au bout de votre raisonnement, la médiatisation. Dans une démocratie apaisée, en général, je ne parle pas nécessairement de la France, on considère que lorsque la justice a été rendue, elle a été rendue. C'est terminé. On la respecte parce qu'on a confiance dans le système judiciaire. Aveuglément. Je parle d'une manière générale. Aveuglément. Non, pas aveuglément, parce qu'on fait confiance aux règles de droit. Il peut y avoir une erreur, il y a un système d'appel. Il peut même y avoir des erreurs et des éléments nouveaux, il y a un système de révision. Au bout de l'appel, tout avait été épuisé, donc... Donc, on utilise ce qui est dans les textes, dans la Constitution, un pouvoir qui est
tout à fait singulier par rapport à d'autres démocraties, qui est le droit de grâce, il y a qui est trois une survivance de l'ancien très régime. intéressants dans votre argumentaire. Il y a la médiatisation, on va en parler, parce qu'elle a incontestablement joué un rôle très important dans cette affaire. Mais je retiens ce que vous dites. Vous dites peut-être que l'avocat général, peut-être qu'il a fait une erreur, qu'il a induit en erreur les jurés, maître. Mais ce que dit également monsieur, c'est que peut-être aussi que les avocates, non pas se sont trompées de combat, on n'est pas là pour juger de ce qu'elles ont défendu, mais qu'elles se sont trop déportées sur la présomption de légitime défense élargie aux femmes violentées ou alors aux hommes, en tout cas aux personnes violentées, et qui ne sont pas concentrées sur l'objet de ce procès. Est-ce que c'est le cas? C'est tout à fait le cas et j'ai envie de vous dire qu'elles ont plaidé un acquittement parce que ce sont peut-être d'abord des avocats militantes et des droits de la femme. Et elles ont omis certainement, attention, je ne veux pas leur jeter la pierre, parce qu'il nous arrive à chacun d'avoir des mauvais résultats et d'être pas content de décisions des cours d'assises, c'est pas le propos que je tiens ce soir, c'est de dire qu'elles n'ont pas plaidé la peine. Et que la peine et l'aménagement de peine, c'est quelque chose de très technique. Et il n'y a pas beaucoup d'avocats, il n'y a que les gens qui sont très expérimentés, qui savent les règles d'aménagement de peine, qui savent expliquer aux jurés, faire de la pédagogie, expliquer qu'un aménagement de peine, c'est pas quelque chose d'automatique, c'est pas aussi simple que ça, et c'est même un parcours du combattant, et précisément dans les affaires criminelles. Donc elles se sont abstenues de tenir ce discours, donc les jurés n'ont peut-être pas eu les informations suffisantes en l'espèce. Donc peut-être qu'il faut dire attention, Frédéric Ploquin-Frédérica, il y a peut-être une forme de dérive, l'aménagement des peines devient synonyme parfois de banalisation des peines. On prononce la condamnation, puis on se dit, mais de toute façon, allez, il y aura un aménagement, c'est pas très grave. Est-ce qu'il y a ce risque-là? Est-ce que vous le constatez? Bien sûr qu'il y a ce risque-là. Bien sûr, il faut essayer de ne pas penser à ce que doit être l'aménagement de la peine, qui a un autre sens, puisqu'en fait, c'est le suivi dans le temps et ça n'a rien à voir avec la sanction initiale. Il y a ce premier problème. Et puis, il y a un deuxième problème qui me permet de revenir au-delà même du cas de Madame Sauvage et indépendamment du cas de Madame Sauvage. Il y a des justices, et je pense notamment à la justice américaine, où vous allez apprécier, pour apprécier la régularité du procès, la qualité de la défense et la qualité de l'attaque. Et si l'attaque est normale, si la défense est normale, le procès est normal. Mais si la défense n'a pas été suffisante, on considère qu'il y a une dégradation de la régularité du procès. Alors je vous dis ceci, parce que il y a l'affaire Sauvage, où le président de la République a fait un geste d'humanité au regard de circonstances qui ont été largement débattues dans les médias. Mais l'évolution derrière du droit va être de savoir si ce qui était décrit comme un geste résiduel, celui de la grâce présidentielle, pourra être utile le jour où on aura atteint un système qui va aussi peser de la régularité de la défense, c'est-à-dire, comme le disait Madame Dreyfus-Schmidt, si on a oublié de plaider le subsidiaire, est-ce que la défense est bien régulière? C'est une question. Mais c'est une question très importante. On l'a peu entendue ces derniers temps, ces dernières heures, Frédéric Ploquin. On s'est concentré beaucoup, peut-être pas à tort, mais on s'est concentré sur le procureur général. Il fallait aussi voir quelle défense a été finalement construite et développée pour Jacqueline Sauvage. Les journalistes qui suivent les procès, effectivement, ils ne restent pas toujours, malheureusement, au moment où les avocats plaident. Ils suivent le procès et puis la plaidoirie, c'est au bout du bout. Mais là ce qui nous saute aux yeux aujourd'hui, mais tous les avocats le savent, c'est qu'il y a toujours deux procès qui se mêlent. Il y a le vrai procès, il s'agit d'aller défendre quelqu'un face à des jurés, face à des magistrats. Et puis le procès médiatique, il y a des avocats qui ont bien compris ça. Il y a des avocats qui mélangent les deux. Il y a des avocats qui séparent. Mais toutes les études montrent que les médias, et ce qui est dit dans les médias au sujet d'une affaire, influence considérablement la décision des jurés. Toutes les études en France, aux États-Unis le montrent. Donc il y a des avocats qui vont à partir de là essayer de privilégier plutôt l'absence de visibilité médiatique pour une affaire, parce qu'ils vont penser que c'est utile pour leurs clients. Et il y en a d'autres qui vont miser à fond là-dessus. Et là, comme le disait Corinne Dreyfus-Schmidt tout à l'heure, il y a un peu une confusion. C'est-à-dire qu'on a des avocates qui ont décidé de faire de Jacqueline Sauvage un symbole au lieu de la défendre comme personne. Et elles-mêmes, elles en ont fait le symbole de leur combat et de leur lutte. Elles auraient pu le faire, mais il aurait peut-être fallu qu'elle ait une double défense, à la fois d'un avocat qui concrètement argumente, PV, parce que c'est ça quand même, l'avocat c'est procès-verbal, pas procès-verbal, essayer de contester les preuves, les éléments, etc. Et puis de l'autre côté, quelqu'un qui aurait eu une espèce de visibilité médiatique et qui aurait porté la cause. Et là, la défense s'est réduite à la défense d'une cause. Au final d'ailleurs...
ils ont eu gain de cause, si je puis dire. Ils ont eu gain de cause, puisque voilà, ils ont perdu devant le tribunal, mais devant l'opinion médiatique, si je puis dire. Le tribunal de l'opinion a poussé le président de la République à prendre une autre décision que celle. Est-ce que c'est le cas, Olivier Janson? J'ai l'impression évidemment qu'on est soulagé et qui ne peut pas l'être, et ses filles d'abord pour cette femme, pour cette mère, mais ça vous laisse quand même un arrière-goût amer, quelque part, pour la justice et la justice médiatique, ou dans le climat médiatique. C'est le cas? Non, c'est effectivement tout à fait le mot. Un goût amer, tout d'abord parce que ça peut donner le sentiment que sur la question des femmes victimes de violences, la justice aurait un train de retard. Alors qu'en réalité, c'est certainement l'un des contentieux, si ce n'est le contentieux pénal, sur lequel il y a eu un plus fort engagement depuis une dizaine d'années de la part des procureurs de la République. Malgré tout, ces 47 ans d'enfer conjugal posent énormément de questions auxquelles nous n'avons pas de réponse. Oui, parce qu'effectivement, il n'y a pas eu de plainte, il n'y a pas eu de certificats médicaux, il n'y a pas eu de témoignages particuliers portés à la connaissance de la justice qui ne peut difficilement agir dans ce type de situation. Et puis, c'est un goût amer, effectivement, par rapport, deuxième point, à l'image que ça donne du fonctionnement judiciaire avec cette intervention de l'opinion publique. Quand même un célèbre avocat qui demandait à ce qu'on chasse l'opinion publique des prétoires. Là, ce sont les avocats qui la font réentrer de force pour un troisième round judiciaire. On arrive à ça. Et ça devient la vox populi. Mais pour aller plus loin, est-ce que c'est cela qui a peut-être poussé à, comment dire, non pas à accorder la grâce, parce qu'on imagine que le président d'abord s'est basé sur plusieurs avis et qu'il a pris sa décision en son âme et conscience, comme on le dit, mais c'est ça qui a poussé pour qu'elle puisse avoir accès justement au président de la République? Oui, c'est l'opinion, c'est tout ce qui a été fait autour? Oui, bien sûr. C'est évident. S'il n'y avait pas eu 400 000 personnes à signer cette pétition, je crois qu'il n'y aurait eu aucune caméra pour filmer l'entrée de la famille de Jacqueline Sauvage à l'Élysée. D'ailleurs, elles n'auraient pas été invitées. Je pense qu'elle doit plus à ses filles aujourd'hui que ses avocats. Peut-être plus important. Voilà. C'est là que ça s'est passé. C'est la famille qui a agi de ce point de vue. Avant qu'on élargisse ce débat, même goût amer également, maître? Ah, pas du tout. Pas du tout. Non, je ne suis pas du tout amère. Je considère que la justice a fait son travail, a rendu cette décision, que le président a considéré qu'au vu d'un certain nombre d'éléments, l'âge de cette femme qui a 68 ans, l'absence de dangerosité, les conditions dans lesquelles se sont tenus ce procès, la grâce s'imposait, qui ne remettent pas du tout en question la culpabilité et que cet aménagement va faire gagner 2 ans et demi à cette femme. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est exactement? Frédéric Sicard, pour conclure sur ce sujet-là. Sur un dossier individuel, on peut rejoindre que l'opinion qui vient d'être exposée par Mme Dreyfus-Schmidt, c'est parfait. Simplement, derrière le coup de com' du dossier et derrière le cas de Mme Sauvage, qu'il faut maintenant laisser un peu tranquille, il y a toute une série de questions qui sont formidablement intéressantes et dont il faut débattre. Parce que, dites donc, la légitime défense, elle a été appliquée dans ce dossier-là en considérant qu'il fallait la proportionnalité, la simultanéité. Mais c'est le même débat qui, il y a 8 jours, nous a permis d'entendre les pouvoirs publics dire qu'il n'était pas question de maintenir cette légitime défense et que pour les policiers, il faudrait faire des exceptions. Donc, on est sur toute une série de questions qui sont réellement importantes et qui se cachent derrière le coup de com'. Et c'est ces questions-là qu'il faut regarder. Il ne faut pas se laisser appeler par la Vox Populi, mais bien regarder le fond. Le débat qui va venir très vite, c'est celui de la légitime défense, qui est un débat extrêmement sensible. Notamment, enfin, je pense que Maître faisait allusion à ce procès qui a eu lieu à Bobigny il n'y a pas très longtemps, où donc un avocat général a réclamé une peine contre un policier qui invoquait la légitime défense après la mort d'un gangster, d'un voyou. Les jurés ont estimé nécessaire d'acquitter ce policier, mais le parquet a fait appel, tout ça intervenant à un moment donné où le président de la République a rouvert le débat sur la légitime défense dans la police, donc sujet qui va évidemment exploser dans la rue prochainement, dans la bouche des syndicats de police qui vont porter le fer. Donc s'il rapproche les 2 dossiers, effectivement, vous avez raison, ça peut devenir assez explosif pour le pouvoir. Également à quelques mois de la présidentielle. Absolument, d'autant que le deuxième procès de ce policier pourrait intervenir si 2016, peut-être 2017. Donc en pleine, effectivement, campagne. Alors justement, plus généralement, et au-delà de cette affaire, je voudrais que l'on évoque aujourd'hui le climat qui règne chez les juges, qui règne chez les avocats, toute la magistrature. Olivier Janson, avec la nomination d'un nouveau garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, qui était, on l'appelait communément, le monsieur sécurité du PS, qui se trouve donc place Vendôme. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Si je vous dis que nous sommes sans le moindre questionnement... Je vous dis que vous êtes un peu langue de bois. Voilà, je parais très naïf. Vous avez peut-être raison. Oui. Mais pour autant, les premières déclarations de ce nouveau ministre, correspondent très exactement aux attentes de l'écrasante majorité, je dirais pas seulement de la magistrature, mais de l'institution judiciaire. À savoir qu'il a parlé de ce qui était presque un gros mot jusque-là, la question des moyens. Et qu'il a expliqué que la loi la plus importante en la matière, c'était c'était certainement la loi de finances. Donc nous avons entendu pendant 3 ans et demi beaucoup de paroles qui étaient apaisantes vis-à-vis de la magistrature, qui n'a pas été attaquée durant cette période, ça c'est tout à fait exact. Par contre, on n'a pas vu beaucoup de choses évoluer. Et la magistrature qui était relativement en ruine d'un point de vue matériel en 2012, l'est tout autant en 2016. Ce qui explique peut-être aujourd'hui, Frédéric Sicard, un texte assez rare, une déclaration commune du premier président de la Cour de cassation et des premiers présidents des cours d'appel qui dénoncent en chœur une autorité judiciaire affaiblie, notamment avec l'état d'urgence qui leur retire quand même pas mal de prérogatives. Et plus largement, ils dénoncent les réformes en cours. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Rien qu'un peu. La vraie question est de savoir que va-t-il rester de la société de droit que nous appelons de nos voeux. Vous pouvez remonter... Que va-t-il rester de la société de droit? On pose la question aujourd'hui en France comme cela? Parce que vous pouvez effectivement, admettons, il faut plus de perquisitions, plus d'écoute. D'accord, mais à ce moment-là, le curseur veut que vous apportiez des moyens au juge pour que celui qui est innocent puisse se défendre. Et donc, vous pouvez remonter la sécurité, mais il faut remonter aussi l'intervention du juge judiciaire. C'est ça, les libertés. Et au milieu, il y a les avocats qui aident le juge judiciaire à prendre sa décision. Si vous remontez la sécurité, mais que vous laissez les moyens du juge judiciaire ou son intervention en bas, la balance est totalement déséquilibrée. Quel est votre regard, Frédéric Ploquin? On comprend que ce n'est pas juste, un combat corporatiste. Non, ils ne s'inquiètent pas juste pour leurs prérogatives. C'est plus large. Non, je veux dire qu'il y a deux débats. Il y a le débat philosophique et politique qui vient d'être posé. Et à côté de ça, il y a un débat, à mon avis, beaucoup plus trivial qui va être posé prochainement. Moi, je suis particulièrement pour Marianne les questions de police. Je vois bien que les syndicats de police les policiers sont tous descendus dans la rue au mois d'octobre. Et ils ont été reçus par le président de la République. Le président de la République leur a promis des moyens importants. C'est en train de se négocier. Normalement, à la fin du mois de mars, vous allez avoir une grosse enveloppe budgétaire qui va être débloquée à Bercy pour la police et la gendarmerie. Je pense qu'à un moment donné, c'est à ce niveau-là que la magistrature va aussi réclamer des moyens. La misère de la police, on la constate toute, mais la misère en hommes, en effectifs, en moyens de la justice, elle nous éclate aux yeux tous les jours. Et je pense que l'État ne peut pas marcher sur deux jambes. Et ce serait d'ailleurs un mauvais signe donné que de marcher avec une jambe sécuritaire en or et puis une jambe en plomb côté justice. Et qu'il faudrait équilibrer les deux côtés. Et je pense que le pouvoir, là, à un moment donné, va devoir trancher et rééquilibrer les efforts qui sont faits par la nation en direction de la police et la gendarmerie, en direction des prisons, parce qu'on parlait quand même des prisons qui sont quand même dans un état en France déplorable par rapport à tout le reste de l'Europe, et des tribunaux et de leur fonctionnement. Vous êtes d'accord? Il y a le côté philosophique, mais aussi il y a aussi encore le côté le fax qui marche pas. Je veux dire, ça existe encore dans la justice française aujourd'hui. Il le confirme. Non mais attendez, c'est important. Non, je crois qu'effectivement, il y a des problèmes de moyens qui sont incontestables aussi bien chez les policiers que chez les magistrats. Mais ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est que le renforcement des pouvoirs de la police nous conduit petit à petit à nous retrouver dans un état policier. Et que le recul parallèle du juge judiciaire pose vraiment des questions. État policier, les mots sont forts. Oui, parce que c'est quand même d'autres régimes. C'est ce que dit Emmanuel Valls en disant plus de pouvoir à la police, plus de possibilités de perquisitionner, d'assigner à résidence, sans aucun contrôle judiciaire. En tous les cas, vous allez être évidemment très vigilant et vous menez ce combat dans les prochaines semaines et les prochains mois. Merci beaucoup pour ce débat et cette analyse. Restez avec nous. Dans l'actualité également aujourd'hui, le sujet des allocations chômage. Le gouvernement ouvre la brèche de la dégressivité et c'est l'édito Écho ce soir. Alors que les partenaires sociaux entameront bientôt leur tractation sur une nouvelle convention de l'assurance chômage, l'exécutif relance le débat ô combien sensible de l'indemnisation des chômeurs. On en parle avec notre chroniqueur Jean-Louis Combeau. Bonsoir. Bonsoir Sonia. Jean-Louis, est-ce que le gouvernement prépare vraiment l'abandon d'un nouveau totem tabou de la gauche ?
un nouveau totem. Il y a eu les 35 heures, il y a eu le plafonnement des indemnités de licenciement qui arrive. Effectivement, là, il s'agit d'un totem, c'est-à-dire que les chômeurs français seraient en fait avantagés par rapport aux chômeurs étrangers. Il va falloir mettre de l'ordre là-dedans. Alors d'abord, il faut rappeler quand même que sur les 3 800 000 chômeurs de catégorie A, il n'y en a que 2 500 000 qui sont indemnisés. Donc les autres, ce n'est pas les indemnisations qui les empêchent d'être motivés pour aller retrouver du travail. Mais c'est vrai que le chômage en France est légèrement mieux indemnisé que ce qui se passe ailleurs en Europe. C'est vrai que, par exemple, que le temps de cotisation qui est nécessaire pour toucher une allocation est plus court en France qu'il n'est dans le reste de l'Europe. C'est vrai que la durée d'indemnisation est en général plus longue que ce qui se passe ailleurs en Europe. Mais c'est faux lorsqu'on garde le taux de remplacement, l'indemnisation par rapport au dernier salaire. C'est faux aussi, par exemple, dans beaucoup de pays, par exemple en Allemagne, le chômeur reçoit des allocations supplémentaires compte tenu de sa situation de famille. Donc, le chômeur français est effectivement légèrement mieux indemnisé, mais c'est très léger, on ne va pas pouvoir faire beaucoup d'économies là-dedans. Et par ailleurs, il faut quand même rappeler que la cotisation des salariés français au chômage est supérieure à ce qui se passe par exemple en Allemagne. En France, on paye 2,4% de cotisation de salariés sur le chômage, en Allemagne 1,5%, en Italie 1,6%. Et donc, comme on est dans un système d'assurance, ben évidemment, vous payez plus, vous devez normalement recevoir plus. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire que le problème qui est posé, c'est celui de l'indemnisation des chômeurs. Le problème est tout à fait ailleurs. Je ne comprends pas. Alors, où est le problème ? Alors le problème, il est, à mon sens, dans la création d'emplois. Il est plus dans le manque de travail que dans l'indemnisation des chômeurs. Je vous prends un seul exemple. En Allemagne, l'année dernière, ils ont fait un taux de croissance de l'ordre de 2%, un peu plus, et ils ont créé 500 000 emplois. En France, on fait 1%, un peu plus de croissance, et on crée 40 000 emplois. Donc il y a un différentiel absolument considérable, disons une différence de 200 000 emplois. Donc on voit bien qu'on est devant un problème massif structurel de l'économie française. Alors évidemment, il y a une question par exemple de la formation professionnelle, effectivement, qui marche beaucoup mieux en Allemagne qu'il ne marche en France. Les 500 000 formations qu'a lancé le gouvernement, qui est une excellente idée, qu'on a trop caricaturée en disant que c'était simplement vous faire baisser le chômage, enfin en tout cas les chiffres du chômage me paraissent tout à fait excessifs, et sans doute que le gouvernement se dit, si j'arrive à grappiller un petit peu d'argent sur les indemnisations, je pourrais financer en partie le plan de formation que j'ai lancé, mais je ne crois pas qu'il aura beaucoup de grains à moudre à travers cette question. Alors vous dites, c'est un tabou qui est attaqué, un symbole. Effectivement, le gouvernement de gauche s'accroche à un tabou, alors que sa gauche est déjà tabou. Merci, elle est à bout. Merci Jean-Luc Gombaud pour votre analyse. Il est 22h30, passé les repères de l'actualité. C'est avec Sophie Normand-Couturier. Lundi 1er février, date de la hausse des péages d'autoroute. À partir d'aujourd'hui, ils augmentent en moyenne de 1,12%. Une hausse nettement supérieure à l'inflation, loin des promesses de Ségolène Royal. Chloé Gibert. C'était une des promesses du gouvernement et pourtant, les automobilistes ont dû débourser plus cher ce matin au moment de passer au péage. Plus 1,12% en moyenne, une hausse des prix qui s'explique d'abord par une compensation due au gel des tarifs des péages l'année dernière. Le gel des tarifs en 2015, c'était historique. C'est la première fois qu'on obtient un gel des tarifs autoroutiers dans l'histoire des concessions d'autoroute. Mais ça n'a pas suffi parce que derrière, Ségolène Royal n'a pas eu le courage politique de continuer son bras de fer contre les sociétés d'autoroute. Mais le gouvernement n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. En effet, l'État est lié par des contrats signés avec les concessionnaires depuis des années. Pour moi, ce n'est pas une surprise, c'était attendu. Cette augmentation de tarifs, si on regarde d'où elle vient d'un accord passé avec l'État qui stipule que quand l'État augmente la fiscalité des concessions, ces dernières la répercutent sur les usagers, les automobilistes. Le feuilleton des autoroutes n'est pas près de s'arrêter. Chaque année, le profit tiré par ces sociétés privées est contesté. Nouveau couac gouvernemental dans le dossier de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Ségolène Royal ne veut pas d'évacuation par la force des derniers occupants du site. Manuel Valls veut, lui, que le nouvel aéroport soit construit et au final, toujours pas de décision. Le point avec Audrey Vuittas. Une fois encore, Ségolène Royal garde sa liberté de ton. Manuel Valls veut poursuivre le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. La justice a validé l'expulsion des habitants historiques. Pourtant, la ministre de l'Environnement cherche un plan B. Elle se donne 2 mois. J'ai demandé à mon inspection générale de mettre à plat l'ensemble des projets
de voir s'il y avait des projets alternatifs ou complémentaires. Encore? Mais encore, parce que de toute façon, la situation est bloquée, là. Totalement. On ne fera pas d'évacuation par la force. Parce que je pense que d'abord, c'est pas possible, et puis on ne va pas finir dans une guerre civile à Notre-Dame-des-Landes. Des précautions qui donnent des gages aux opposants au projet. Mais pour Bruno Retailleau, le président de la région Pays de la Loire, cette attitude est insupportable de la part d'une ministre. Aujourd'hui, dans le quotidien Ouest France, il redemande de la fermeté et appelle à faire respecter l'état de droit via la décision de justice. Des propos qu'il répète depuis plusieurs mois. Et moi, je veux que la loi s'applique en Loire-Atlantique et à Notre-Dame-des-Landes. Je demande l'évacuation et je demande le commencement des travaux pour l'aéroport. Mais pour sortir de l'impasse, Ségolène Royal envisage autre chose. Exit Notre-Dame-des-Landes. Elle évoque la possible mise en réseau des aéroports de l'ouest de la France déjà existants. Et ce soir, le président Les Républicains de la région des Pays de la Loire, la maire socialiste de Nantes ainsi que le président PS du conseil départemental de Loire-Atlantique co-signent une lettre à François Hollande. Il lui demande d'être reçu et de sortir de l'ambiguïté sur ce dossier. Nouvelle défection au sein d'Europe Écologie, les Verts. Après plusieurs cadres du parti ces derniers mois, c'est au tour de Pascal Durand de quitter le navire. L'eurodéputé l'a annoncé ce lundi. Il ne s'agit pas d'un acte de défiance, mais de la volonté de se focaliser sur autre chose. Les problèmes d'Europe Écologie Les Verts ne m'intéressent plus, a déclaré celui qui en fut le secrétaire national. Cette disparition, pour finir, l'ancien sénateur de la Drôme, Bernard Piras, s'est éteint la nuit dernière. Il avait 73 ans. Il aura passé 18 ans au Sénat. On retiendra notamment ses efforts pour la reconnaissance du génocide arménien. C'est une figure socialiste qui disparaît. Et c'est l'heure du second débat où on s'intéresse aux primaires américaines. Leur coup d'envoi vient d'être donné dans l'Iowa. Et oui, première étape dans la course à la Maison-Blanche, top départ des primaires US et tous les regards se tournent vers l'Iowa. L'élection du président ou de la présidente des États-Unis aura donc lieu le 8 novembre prochain. Mais avant cela, c'est un long processus qui commence. Revue des forces, des faiblesses et des candidats. On en parle avec nos invités dans quelques instants. Mais d'abord, le calendrier politique avec Julie Hulin. C'est l'un des plus petits États américains, symbole de l'Amérique profonde. 3 millions d'habitants qui ouvrent traditionnellement le grand bal des primaires depuis 40 ans. Pour un match qui s'annonce très serré chez les démocrates comme chez les républicains. Les primaires auront lieu cette année du 1er février à la mi-juin. Pendant cette période, chacun des 50 États va élire des délégués représentants de chaque candidat. Primaires fermées, ouvertes, caucus, chaque État et chaque parti possèdent des modes de scrutin différents. Une fois élus, ces délégués se retrouveront fin juillet pour des conventions nationales où seront investis les candidats de chaque parti. Commencera alors la campagne officielle jusqu'à l'élection du 8 novembre prochain. Après des mois de sondages virtuels, les candidats vont pouvoir prendre le pouls des électeurs, alors que chez les républicains, Donald Trump caracole toujours en tête, et chez les démocrates, Hillary Clinton favorite, mais désormais menacée dans plusieurs États par Bernie Sanders. Et pour en parler, nos invités ce soir, Marjorie Paillon, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, journaliste à France 24. Vous présentez notamment l'émission Tech 24 et vous commentez aussi la politique américaine que vous connaissez très bien. Marie-Cécile Nave, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, spécialiste des États-Unis, docteur en sciences politiques à l'université Paris-9 auteur notamment de ce livre qu'on va voir, Nouveau visage des droites américaines. François Clémenceau nous accompagne, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef international au Journal du Dimanche, auteur de l'ouvrage qu'on va voir également, Hillary Clinton de A à Z aux éditions du Rocher. Thomas Negaroff, bienvenue. Bonsoir, Merci. historien, Bonsoir. spécialiste des États-Unis, auteur notamment du livre Bill et Hillary Clinton, le mariage de l'amour et du pouvoir, bien sûr, aux éditions Talendier. Et vous présentez sur Public Sénat. Les téléspectateurs vous connaissent bien l'émission L'info dans le rétro. Alors, mesdames, messieurs, avant de parler de ce top départ, Marjorie Paillon, je voudrais faire un tour de table pour vous demander quelle a été la tonalité de cette campagne menée jusqu'ici dans les deux camps. En France, on a surtout peut-être trop retenu les outrances de Donald Trump et plus généralement une campagne marquée par le populisme. Est-ce le cas? C'est surtout une campagne qui est marquée par son caractère tout à fait irrégulier par rapport au scénario de départ qu'on voulait bien vouloir nous donner. C'est-à-dire qu'on s'était tous préparés finalement à avoir un match entre deux familles politiques, la famille Bush d'un côté avec Jeb Bush, la famille Clinton de l'autre avec Hillary Clinton, et finalement c'est plus du tout la campagne des héritiers qui est en train de se configurer et de se dérouler devant nous, c'est au contraire une
une campagne où on sent que 2 générations sont en prise, sont aux mains. Du côté des démocrates, Bernie Sanders a rapidement su séduire un électorat plus jeune. Peut-être qu'on est aussi dans une ère post-scandale Snowden et NSA, post-Occupy Wall Street, qui donc sait parler plus facilement à ces jeunes millennials-là. Et puis, côté républicain, il y a finalement ce candidat, Donald Trump, qui sort de l'establishment, qui est en rupture avec le parti et qui, à un moment donné, fait partie de ces candidats qui auraient dû tenir dans les sondages, oui, jusqu'à la fin de l'été, peut-être jusqu'au début de l'automne, et s'effondrer ensuite, sauf que là, il tient, et on va voir ce soir ce qui se passe, justement. Mais est-ce que, selon vous, François Clemenceau, on est plongé dans un chaudron populiste, je reviens au mot, aussi bien à droite et à gauche, d'ailleurs? Oui, de la part de Donald Trump, incontestablement, il y a du populisme, c'est-à-dire qu'il donne à entendre ce que les Américains veulent entendre. Ça va mal, on est en colère, le Sénat ne fonctionne pas, la Chambre des représentants est bloquée, le président ne fait pas son travail, il est faible, les institutions sont corrompues, Wall Street a fait la preuve de sa déficience, et il n'y a plus de régulation, et surtout à travers tout ça, eh bien, ce sont les familles moyennes américaines qui voient en fait que leurs enfants n'ont pas beaucoup plus de chances d'avoir un meilleur salaire, de pouvoir avoir plus de chances et d'opportunités. Et donc, cette sorte de colère, elle s'exprime à travers un canal, c'est le canal Trump. Pourquoi? Et parce que quand on le voit à la télé, quand il fait son émission de télé-réalité, il est capable de dire, ben voilà, toi t'es un loser, toi t'es un gagnant, et pour gagner, ben, il faut savoir se battre, et à la limite avoir très peu de scrupules. C'est aussi ça, Trump. Et en même temps, de l'autre côté, Sanders, c'est une autre sorte de populisme, c'est-à-dire que lui, pour le coup, il promet énormément de choses en sachant que ça n'est pas possible. Et c'est là où il y a une sorte de tromperie dans les deux cas. C'est-à-dire que Sanders, avec cette sorte de socialisme ou cette sorte de social-démocratie à l'européenne qu'il veut promouvoir en Amérique, il Incroyable mot, sait que d'ailleurs, ça ne peut pas fonctionner parce que ça n'est pas dans la culture américaine. Alors bien sûr qu'il y a des jeunes qui votent pour lui, qui vont voter pour lui. Il y a une partie de l'aile démocrate qui a envie qu'il y ait vraiment un tout petit peu plus de politique à gauche parce que, à leurs yeux, Obama est resté encore trop au centre. Mais malheureusement, tout ça va peut-être, au cours des primaires, montrer ses limites. Et moi, je ne suis pas convaincu que Donald Trump puisse aller au bout. D'ailleurs, pas aller jusqu'au bout. Mais attendez, Cécile Nave, est-ce que, parce qu'au départ, on a tous parlé d'un phénomène médiatique, etc. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire aussi, alors, on peut l'appeler politicien ou politique, etc., mais que vraiment, il a réussi son pari, c'est-à-dire que les autres candidats, eh bien, ils se positionnent par rapport à Donald Trump. Et ça, c'est pas rien dans une campagne. Vous avez tout à fait raison. Il a vraiment réussi son pari. On doit tous reconnaître que personne ne pensait qu'il passerait l'été, comme vous l'avez dit. Il est encore là. Et lui-même, je pense qu'il s'est pris au jeu de cette médiatisation, de ce succès qui résulte d'un rejet très profond des élites de Washington. C'est quelqu'un qui n'a de compte à rendre à personne en termes de financement, disons pour l'instant, parce que pour la suite, il aura des comptes à rendre, mais il n'a jamais fait de politique, il n'a jamais été élu. Et du côté de Sanders, c'est un peu la même chose, même si lui-même est sénateur. Mais effectivement, il s'est pris au jeu de cette campagne et tout est possible. Et en même temps, je pense qu'effectivement, à partir du moment où les caucus et les primaires commencent, c'est vraiment un autre jeu qui démarre. Ah, c'est l'heure de vérité. Voilà, c'est l'heure de vérité. Ils ont tous envie d'en découdre. Et là, on va vraiment voir si les enquêtes d'opinion nationales se reflètent dans les votes partisans. Et c'est vraiment un très gros enjeu. Donc dans ce petit État, on ne va pas refaire l'histoire. À chaque fois, on se dit ce petit État, c'est incroyable, mais c'est le cas, c'est l'heure de vérité, ça se joue toujours là. Non, ça ne se joue pas toujours là. Ça commence toujours là, ça se joue rarement là. Ça s'est joué là en 2008 par exemple pour Barack Obama, ça s'est joué en 1976 pour Carter. Quelque chose s'était déclenché là, ça ne se joue pas là. C'est très peu d'électeurs, de délégués ensuite qui vont choisir leur candidat. Mais ça commence là. Ça donne une impulsion très importante. Parce que c'est effectivement, là, c'est pour les deux candidats Sanders ou Trump, l'enjeu c'est transformer en suffrage l'enthousiasme. Parce qu'on ne peut pas nier l'enthousiasme et l'excitation qu'il y a autour des deux. Même si, j'aimerais revenir sur une petite chose. Moi je ne pense pas qu'il y ait une rupture fondamentale avec cette élection. Moi je pense que la prime à l'outsider, elle avait commencé sous Barack Obama. Obama s'était aussi présenté comme un homme nouveau
qui venait vraiment renverser la table et qui, pas de l'intérieur, mais qui de l'extérieur, pardon, apparaissait comme un candidat tout neuf. Et on est dans ce même temps. Alors bien sûr, ça se radicalise 8 ans après. On est vers quelque chose de plus violent peut-être, mais c'est aussi parce qu'il y a une forme de déception et donc on va encore plus loin. La question étant de savoir, est-ce qu'on est encore au bout du phénomène ou pas? Effectivement, on est tous les 4 autour de la table. Il y a 6 mois, on aurait dit Trump, c'est fini dans quelques semaines, on se serait tous trompés. On l'a dit pour Sanders. Moi, je pensais jamais que Sanders serait aussi haut, même si Sanders profite quand même du fait qu'il y ait peu de candidats chez les démocrates. Sûrement, il aurait été dilué s'il y avait eu plus de candidats. Ouais. Mais on verra où ça va nous emmener. Mais on parlait de populisme. D'habitude, Thomas Sengraff, Marjorie Paillon, d'habitude, quand on arrive au caucus à l'Iowa, ça y est, tous ceux qui voulaient renverser la table, ils sont rangés. Et puis on passe au candidat rassembleur. Là, il y a vraiment un risque qu'ils tant que ça, parce que si on se souvient des élections précédentes, juste l'élection de 2012 par exemple, côté républicain, c'est Rick Santorum qui remporte le caucus de l'Iowa. C'est absolument pas Mitt Romney. Et en 2008, c'est Mike Huckabee. Qui se souvient encore de Mike Huckabee alors qu'ensuite John McCain remportera la nomination. Vous voyez, donc il faut... Certes, l'Iowa, ça donne l'impulsion parce que c'est la première et qu'ensuite il peut y avoir effet boule de neige, mais attention, c'est pas du tout une élection test qui va du coup imprimer sa marque pour l'ensemble. Par contre, c'est un vrai enjeu pour Hillary Clinton et je pense que François ne me démentira pas puisqu'il la connaît beaucoup mieux que moi de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'en 2008, elle arrive 3e de ce caucus de l'Iowa, déjà à l'époque. Aujourd'hui, si elle ne passe pas le test, forcément, il va y avoir un petit peu de ressentiment. Or, l'étape d'après, c'est le New Hampshire dans lequel Bernie Sanders est le régional de l'étape. Donc, il va falloir pouvoir travailler sur ces scrutins-là. Et on est, ce soir, en tout cas, encore à 3% d'avance pour Hillary Clinton par rapport à Bernie Sanders. On est dans la totale marge il faut d'erreur. rappeler d'où on est parti. Elle avait un énorme, il y avait un on énorme était à 40% il y a 6 mois. On se résout là à un 3% qui est la marge d'erreur. Donc, attention, il va y avoir du sport maintenant. Les jeux ne sont pas tout à fait... Ça donne envie de regarder quand vous dites ça. La différence avec 2008, c'est que Hillary Clinton faisait face à Barack Obama. Et Hillary Clinton, à l'époque, pensait que cette Maison-Blanche lui était due. Sincèrement, elle a pas fait campagne. Oui, c'est vrai. Elle est allée dans l'Iowa, elle y est allée gentiment, une fois, 2 fois, 3 fois. Et puis même Bill Clinton lui avait dit, tu sais, moi j'ai pas fait l'Iowa, je me suis fait élire sans l'Iowa. Tu n'as pas besoin d'aller traîner tes guêtres dans la boue et dans la neige. C'est pas la peine. Et c'est vrai que Obama, lui, avait passé tout son temps dans l'Iowa parce qu'il savait qu'il devait gagner à ce moment-là. Mais la différence aujourd'hui, c'est que Sanders n'est pas Obama. Sanders a 74 ans et il est beaucoup plus à gauche qu'Obama. Il ne représente pas vraiment, encore une fois, quelque chose qu'il y avait dans Obama, qui représentait à la fois du rêve, mais aussi de la solidarité, cette notion de vouloir être post-politique, etc. Il y avait là quelque chose qui faisait rêver les jeunes. Sanders fait aujourd'hui, non pas rêver les jeunes, mais il leur parle un langage qu'ils ont envie d'entendre. Alors expliquez-moi ça, Marie-Cécile Nave. Il y a beaucoup de jeunes, dit-on, dans ces réunions, dans ces congrès à Sanders. Comment il les attire ? Parce qu'il a un programme qui est un petit peu fait pour eux, l'accès plus facilité à l'université, voire voilà, la scolarité gratuite qui serait financée par un impôt sur les plus riches. Des choses aussi pour la petite enfance, il parle de salaire minimum qui serait largement augmenté. Il a un discours aussi, moins qu'Hillary Clinton, il s'est un peu calqué sur elle d'ailleurs, en faveur des minorités. Et donc, il parle à une jeunesse de plus en plus colorisée, de plus en plus cosmopolite. Ça, et là aussi, est d'ailleurs une clé de l'élection en novembre. Puis voilà, c'est un candidat anti-système, les gens n'ont pas envie de... D'ailleurs, il arrive, c'est pas une mécanique huilée, si je puis dire. Il arrive un petit peu les cheveux ébouriffés, parfois sans notes. C'est important aussi dans le... Voilà, et quand on dit que... je ne crois pas que c'est du populisme, Sanders. Quand on dit que les 20 familles les plus riches américaines ont autant d'argent que 150 millions d'Américains, c'est une stricte réalité. Et effectivement, remettre ça dans la dynamique d'Occupy Wall Street et de ces mouvements-là, de l'affaire Snowden, de la demande de transparence, ça rencontre effectivement une jeunesse qui n'a pas trouvé... Moi, je pensais vraiment que cette jeunesse allait aller du côté des libertariens. C'est-à-dire qu'il y a des candidats du côté des républicains qui sont aussi face à cette offre politique, qui pouvaient offrir ce discours, mais Rand Paul n'existe plus, il n'existe plus dans la campagne, et c'est fini pour lui. Donc cette jeunesse-là, elle va vers Sanders. Et alors, je suis plutôt inquiet pour Hillary parce que je ne pense pas qu'elle ira vers Hillary, cette jeunesse. Elle n'ira pas voter, à mon avis. Parce que ce n'est pas des jeunes électeurs qui, rationnellement, iront vers Hillary. La déception Obama a été forte pour une partie de la jeunesse américaine, même si, à mon avis, ce n'est pas vraiment les mêmes jeunes. On est plutôt sur des jeunes plus éduqués, des campus universitaires. Mais déjà, en 2008, Hillary Clinton, par exemple, n'avait pas réussi à séduire les jeunes femmes, les jeunes électrices. Ah bah oui. Pourquoi n'a-t-elle pas tiré les leçons de cette campagne-là? C'est ça ce qui est Elle a tiré les leçons, au contraire. C'est pas du tout la même campagne qu'en 2008.
Elle a réussi au contraire à se persuader que d'abord, il fallait se battre. Donc là, on ne peut pas dire franchement que depuis 6 mois, elle ne s'est pas battue. Elle s'est beaucoup battue, elle s'est beaucoup investie sur le terrain et je trouve ça assez magnifique. Parce que quand on voyait la santé qu'elle avait lorsqu'elle a quitté le département d'État, on pouvait se dire, oulala, elle n'y arrivera jamais. Et elle a prouvé pour l'instant, et on n'en est qu'au début des primaires. Et puis deuxièmement, je pense qu'elle a compris aussi le positionnement. C'est-à-dire que oui, elle fait une campagne plus à gauche qu'en 2008, parce qu'elle a bien compris qu'avec un tel adversaire, on était obligé de se gauchiser. Mais en même temps, il va y avoir un moment dans ces primaires, passer les premiers tests de la Caroline du Sud, du New Hampshire, du Nevada, du Super Tuesday, il y aura un moment, mais ça vaudra pour les Républicains aussi, où on se dira qui est capable d'être commandant en chef. Qui est capable de gouverner l'État? Quand elle intervient cette question? Donc c'est pas ce soir encore, Marjorie Paillon? C'est pas forcément encore ce soir, encore une fois, parce que sur le caucus d'Iowa, c'est quand même une base électorale qui est relativement faible, enfin faible en termes de nombre d'électeurs qui va aller voter. Cette question, elle va se poser au fur et à mesure. D'abord, revenons à ce qui s'est passé depuis 6 mois. Les débats, les sommes de débats auxquels tous ces candidats ont été confrontés. Vous voyez bien que le dernier débat républicain, par exemple, Trump a dit « je n'y vais pas d'ailleurs ». Bon, parce que la présentatrice ne m'intéresse pas par ailleurs et j'ai pas envie qu'elle me pose des questions dérangeantes, ok, donc j'organise mon propre rallye pendant ce temps-là, qui a forcément très bien marché. La campagne de Donald Trump, du coup, était sur toutes les chaînes par rapport au débat républicain de Fox News. Mais dans les débats républicains, finalement, ça s'est beaucoup polarisé sur la personnalité de Donald Trump. Les débats démocrates, par contre, étaient très intéressants du point de vue du fond et des programmes. C'est les programmes. On a vraiment débattu programmes. Bon, certes, parce qu'ils n'étaient pas beaucoup non plus, donc il fallait bien trouver aussi des choses à dire pendant plus de 120 minutes de débat à chaque fois. Mais la question de savoir qui pourra appuyer sur le bouton nucléaire à un moment donné ou prendre ce fameux 3 AM call, le coup de fil en pleine nuit, ou prendre la décision de pouvoir peut-être porter des coups plus importants en termes de politique étrangère, forcément ça va se poser. Forcément, à un moment donné, il va falloir faire face aux réalités et se demander si on veut un président qui incarne quelque chose de différent des États-Unis ou si on veut un président ou une présidente qui puisse vraiment prendre les rênes. J'ai l'impression que vous êtes en train de dire qu'il y a une sorte de défouloir. Il y a tellement une méfiance, une défiance à l'égard des institutions on fait monter même dans les sondages Trump et après on va se dire allez, maintenant le choix de la raison. Mais il n'y a pas seulement le choix de la raison. Ça sera peut-être trop tard. Ça sera très trop tard. Trop tard, c'est-à-dire Mais une fois qu'il est lancé, après il est difficile à. Oui, mais alors c'est là où je ne suis pas tellement d'accord parce qu'en même temps, il y a dans ces primaires et on le sait, il y a une mécanique. C'est-à-dire qu'on vote d'abord État par État, et puis il y a des États plus gros que d'autres qui offrent plus de délégués pour aller à la Convention, et des États où les victoires sont très symboliques, où même les délégués se répartissent à la proportionnelle. Oui. Donc, est-ce que la question qui se pose, en tout cas pour Hillary Clinton, c'est de savoir si Bernie Sanders est capable de gagner dans des très grands États comme la Californie, New York, la Floride, le Texas? Je ne suis pas sûr. Et de l'autre côté, côté républicain, est-ce que quelqu'un, par exemple, comme Donald Trump, est capable de gagner le Texas contre Ted Cruz, qui est sénateur du Texas? Est-ce qu'il est capable de gagner la Floride contre Marco Rubio ou Jeb Bush, qui sont vraiment des régionaux de l'étape? C'est pas certain. Alors oui, après, il y aura toute une bagarre. C'est ce qu'avait compris Obama, c'est qu'il faut gagner dans tous les États ou dans le maximum d'États possibles. C'est la fameuse stratégie des 50 États. Est-ce qu'un gars comme Trump est capable d'avoir cette stratégie? Pour l'instant, j'en suis pas certain. Deux petits commentaires. Le premier sur Hillary, a-t-elle compris? Moi, je pense que la grande différence par rapport à 2008, c'est qu'elle fait campagne en tant que femme. Alors elle s'était absolument refusée. Tous ses conseillers lui disaient mais il faut y aller. Obama il utilise la race, vas-y utilise le genre, utilise ton identité. Femme, épouse, grand-mère. Voilà. Et alors là c'est la grand-mère, tout y va. Donc mais elle peut le faire parce qu'elle a été entre-temps secrétaire d'État. Voilà. Donc elle a passé le test de commandant en chef. Donc maintenant elle a cette virilité qui lui manquait en 2008 où elle surjouait cette idée-là. Donc elle peut maintenant à mon avis être plus séductrice qu'elle ne l'était. Et puis le deuxième point, c'est que Sanders qui la pousse dans ses retranchements, c'est pas si mal en fait pour elle, parce qu'elle va rester dans la couverture médiatique longtemps. Si la campagne elle est finie pour elle dans un mois, on parle plus des démocrates et on parlera que des républicains pendant 6-7 mois. Et c'est important pour elle, c'est important que les démocrates restent dans le spectre médiatique pendant le maximum de temps. Donc Sanders, c'est pas forcément une mauvaise chose. Marjorie Paillon, le fait que, là je vais parler des journaux, je crois que c'est le New York Times, le comité de New York Times, qui a, bon, c'est pas une grande surprise, qui s'est rangé derrière elle. Est-ce que ça c'est encore, j'allais dire, un inconvénient? C'est toujours finalement Trump, évidemment que le New York Times n'allait pas choisir Trump, mais Trump qui est seul contre tous, et puis derrière les autres, eh bien voilà, les journaux commencent à s'aligner les uns après les autres. Est-ce que c'est forcément une bonne nouvelle pour Hillary Clinton, ce genre de détails? Alors attention, parce que pour l'instant on parle d'une course pour la nomination de chaque parti. Donc pour l'instant, on parle aussi à la base de chaque parti, aux électeurs de chaque parti. Donc,
Le fait que le New York Times endorse Hillary Clinton, c'est une bonne chose pour Hillary Clinton. Le fait que Donald Trump, alors qu'elle le déteste, oui, c'est quand même assez drôle en coulisses. C'est assez particulier. Absolument. Le fait que finalement Donald Trump joue la course course anti-média en disant regardez, moi je suis pas le candidat de l'establishment, je me suis fait tout seul et je supporte ma propre campagne avec ma propre fortune. Ce qui est quand même là aussi, on pourra en parler de ce financement de campagne très particulier. Jusqu'à présent, on avait l'habitude de venir beaucoup commenter en plateau ce match des super PAC et cette inflation totale des financement de campagne. Cette année, on a quand même un Donald Trump qui prend sur sa fortune personnelle. Autofinancé. Voilà. Et on a. Ah, non. Ça ne durera pas longtemps, on est d'accord. Et Bernie Sanders qui lui dit regardez, je n'accepte que des petits montants parce que je ne suis pas justement le candidat qui va aller chercher des suprafinancements. Bon. Parenthèse refermée, sur cette question particulière des médias, il va falloir voir à un moment donné, une fois que chacun sera nominé, ce que ça donne au-delà de la nomination et au-delà du fait de parler à sa base. Mais la vraie problématique pour Trump, si on revient côté républicain, c'est de savoir d'une part s'il adhère à la plateforme républicaine, s'il est nominé, si les superdélégués arriveront à passer, comment dire, à avaler la pilule pour aller jusqu'à porter leur voix sur son nom à lui pour être le nominé, pour porter les couleurs du Parti républicain. S'il n'y aura pas un revirement quand même de l'establishment du Parti républicain à un moment donné qui pourra se dire « Attendez, on est en train de faire quelque chose qu'on va peut-être regretter à un moment donné ». Et puis il y a aussi cette question du ticket. Est-ce qu'à un moment donné, Donald Trump va se dire « Ok, pour amadouer la base républicaine, je vais aller choisir par exemple un Marco Rubio, quelqu'un qui pourra justement m'apporter ce dont je manque au sein même du parti, donc rassurer. C'est un long parcours encore pour Trump. Attention entre les sondages et ce qui va se passer. N'oubliez pas que Sarah Palin a endorsé Donald Trump et qu'a priori elle devrait avoir de la suite dans les idées. C'est bien, oui. Oui, le Parti républicain, les instances du Parti républicain ne veulent d'aucun des deux candidats en tête pour l'instant, ni Trump ni Cruz, parce que pour des raisons différentes. Trump, pour toutes les raisons qu'on a dites, c'est-à-dire absence de programme réaliste, provocation, etc. Et Cruz parce qu'il est beaucoup trop clivant, notamment dans les grands sujets qui vont être au cœur, je crois, de la campagne à partir de l'automne. L'économie, il ne faut pas oublier que Cruz est un des grands artisans du shutdown d'octobre 2013, le blocage des institutions, ça vient notamment de Cruz. Un des grands autres sujets, c'est la sécurité, notamment la sécurité intérieure. Là aussi, il est très clivant. Et puis un autre sujet très fort aux États-Unis qui est beaucoup plus symbolique, mais qui s'incarne quand même dans les politiques publiques, c'est l'identité. Ah. C'est l'identité, absolument. Attendez, c'est assez particulier. Au contraire, c'est très intéressant. Qui sommes-nous, Américains? Et vous avez du côté... un point commun avec la campagne française. Dans tous les pays occidentaux. Oui, c'est la mondialisation qui brouille toutes ces questions-là. Vous avez du côté de Clinton un discours qui est extrêmement travaillé sur ce plan-là, avec des choses très modernes. Mais quelle est la question? Quelle est l'identité américaine? Ce qui s'est passé, c'est que, en tout cas pour le Parti républicain, si je ne me trompe pas, c'est que l'ouverture à l'étranger, la différence culturelle, le fait d'accepter les changements inéluctables de la démographie américaine, ce que le Parti républicain n'est absolument pas capable d'accepter. Oui. Et du côté de Clinton, vous avez des discours extrêmement modernes du genre les discriminations raciales coûtent de l'argent à l'économie américaine. Voilà. Parce qu'après la défaite de John McCain en 2008 et celle de Mitt Romney en 2012, le Parti républicain au plus haut niveau a fait ce travail de réflexion en se disant mais pourquoi est-ce qu'on perd comme ça 2 fois de suite? On ne peut pas se permettre de perdre une 3e fois. Et ils ont fait ce travail et ils ont dit l'idéal, si on vit dans un monde idéal, ce serait d'aller parler et de récupérer une partie du vote jeune, une partie du vote latino, une partie du vote des femmes, une partie du vote des Noirs, qui nous manque tant, c'est les minorités. Or, la démographie, la démographie électorale est telle que ce sont précisément toutes ces catégories-là qui, depuis le début des années 2000, est en constante augmentation. C'est une remise en question profonde quand même du parti. Le Parti républicain est devenu une machine à perdre parce qu'il parle à des hommes blancs de plus de 50 ans qui disparaissent. Sachez quand même que c'est une évolution démographique majeure aux États-Unis. Pour la première fois, il y a plus de 50% des bébés nés aux États-Unis qui ne sont pas des blancs. Ça peut encore passer cette année, mais en 2020, ça passera plus. Voilà, il y a 72% du corps électoral qui est blanc, mais qui se réduit massivement. Les femmes votent plutôt démocrates. Ils ont un vrai problème, qui est celui du Parti démocrate, d'ailleurs, des années 50, finalement, de se réinventer, de réinventer un logiciel qui aujourd'hui est daté. Et le problème de Trump et Cruz pour le parti, ce que vous évoquiez, c'est que ça les ramène à leurs problématiques, alors qu'ils espéraient en être sortis avec un Rubio, par exemple. Ouais. Et c'est Trump et Cruz ramènent le parti vers sa base toute petite, toute radicale, mais malheureusement,
c'est les gens qui votent lors des Gros primaires. défi. Pour conclure, est-ce qu'on peut dire qu'il y aura, oui, il y aura des surprises. Il y a toujours de Il y aura des grosses surprises. nominés, ça jusque-là, on en est à peu près certain. Lesquels, ça c'est la question qui va se régler pendant les 6 mois à venir. Maintenant, des surprises, il peut toujours en avoir, surtout en termes de politique américaine. On va voir ce qui se passe ici sur ces premiers tests ce soir et puis dans le New Hampshire. Maintenant, attention à ne pas se laisser emporter par une polarisation trop exagérée des deux campagnes. Pour Hillary Clinton, ça semble plutôt bien engagé, même si à un moment donné aussi, il faudra qu'elle fasse un choix, et ce choix, ce sera celui d'un vice-président, d'une vice-présidente qui pourra la ramener aussi à d'autres parties de son programme, à d'autres réalités aussi en prise avec les électeurs. Côté républicain, la crise de l'identité du Parti républicain sera toujours là. C'est intéressant. Et pour en parler, on aura, j'espère, le plaisir de vous accueillir de nouveau. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce débat, cette analyse passionnante. La suite de votre émission, et c'est le moment à présent, bien d'une parenthèse un peu décalée. Comme d'habitude, Alex Darmon était à la nuit du rugby. Oui, ça existe, à l'occasion justement, à quelques jours du début du tournoi, destination de trouver des points communs entre la politique et le sport. Regardez, c'est le micro trop tard. Servez-moi une bière. Sans alcool, hein. C'est Public Sénat. Ce soir, le micro trop tard est donc ici à l'Olympia pour la nuit du rugby. Ah bah le rugby, c'est un peu un sport qui se rapproche de la politique, hein. Les mêmes valeurs. Bon, pas toujours, ouais. Mais bon, fallait bien un peu de douceur dans ce monde de brut. Et puis en plus, dans les deux cas, on est en costume. Allez, venez, on y va. J'ai toujours pensé qu'être entraîneur de l'équipe de France de rugby, c'était un peu comme être président de la République. Il faut choisir le meilleur groupe pour avoir les meilleurs résultats possibles. En gouvernement, il faut prendre les meilleurs joueurs possibles, non? Ouais, il faut prendre les meilleurs joueurs, c'est évident, mais il faut aussi trouver dans l'alchimie, quoi, entre les meilleurs joueurs. On a une responsabilité importante, effectivement. Je crois que c'est plus facile de réussir avec les meilleurs. Donc effectivement, c'est comme un gouvernement. Si vous vous étiez présenté à l'élection présidentielle, j'aurais voté pour vous. Mais je suis déjà président, je ne peux pas accumuler quand même les mandats. Je suis désolé. Non, mais c'est pas grave. C'est quoi les valeurs au rugby? De magnifiques valeurs, de solidarité, d'esprit de conquête. Et c'est quoi les valeurs? Alors, ça dépend, les valeurs actuelles ou les valeurs anciennes? Le courage, l'intelligence et le partage. Les valeurs du rugby, c'est prendre conscience que d'abord c'est un sport d'équipe, un sport un sport de combat collectif. Il faut être rigoureux, combatif, combattant, pas avoir l'ego surdimensionné. Tout ce qu'il faut pour être en politique. Je sais pas si c'est les mêmes valeurs parce que je sais pas si la notion de solidarité, d'entraide dans la politique, il y en est véritablement. Je sais pas, je suis pas assez calé en politique, mais en tout cas, on essaie de véhiculer une certaine image qui perdure un peu dans le rugby, celle de la solidarité. Je ne sais pas c'est ce qu'il faut pour être en politique, en tout cas j'ai la certitude que pour réussir dans le rugby, c'est vrai que ce sont des valeurs qu'il faut savoir partager. Dans d'autres sports, par exemple, je vais prendre, et ce n'est pas une négative, mais le football, quand on aide un partenaire, on se démarque, on va loin de lui. On a le droit d'aimer le football et d'aimer le rugby en même temps? Et comment? Au rugby, il faut aller vers l'autre pour l'aider. Il y a de super valeurs au rugby, mais il y a de belles valeurs aussi au foot. Et moi, je me refuse de séparer les deux sports. C'est quand même de la balle. De foot ou de rugby, c'est de la balle, quoi qu'il arrive. Moi, je voulais jouer au rugby, mais on m'a dit que j'étais trop petit, mais bon, que j'étais collectif, rigoureux, combattant. On m'a dit, va faire de la politique, quoi. Ah, j'ai déjà joué, pour tout vous dire. Mais j'étais plutôt derrière et j'aimais bien le poste d'arrière. Avec ton gabarit, je pense que tu as dû croiser des joueurs pros qui ont le tien. Après, c'est beaucoup d'abnégation, d'envie. En tout cas, bon courage. Et j'adore votre cravate. Je vous remercie. En tout cas, vous êtes grand. Ah, c'est gentil. Merci. Voilà, il est 23h, l'heure de retrouver Sophie Normand, couturier, pour des repères de l'actualité. Vous allez le voir tourner vers l'international avec un document exclusif Public Sénat. Après plusieurs jours d'hésitation, l'ONU annonce officiellement le début des discussions de paix sur la Syrie à Genève. L'ONU veut mettre en place un dialogue indirect entre le régime de Damas et l'opposition pour tenter de mettre un terme à la guerre. L'opposition qui a réitéré ses exigences humanitaires et en signe de bonne volonté, le régime a donné son accord de principe à l'envoi de convois humanitaires dans 3 villes assiégées. La Syrie et l'Irak, où François Hollande déclare vouloir poursuivre les frappes aériennes françaises contre le groupe État islamique. Annonce qui intervient le jour où se déroule un mini-sommet à Bruxelles entre Manuel Valls et son homologue belge. Objectif, renforcer la coopération antiterroriste entre la France et la Belgique. Le Premier ministre français plaide ce soir pour un pacte européen de sécurité indispensable selon lui à la survie de Schengen.
La lutte contre le terrorisme qui passe aussi par la gestion des retours des djihadistes dans leur pays. Pour y faire face, l'Arabie Saoudite a ouvert en 2007, dans la banlieue de Riyad, le premier centre de déradicalisation. En 8 ans, plus de 3000 djihadistes y sont passés. Et pour la première fois, une délégation sénatoriale a pu visiter le centre. Jérôme Rabier était à leur côté. C'est un reportage exclusif de Public Sénat. C'est à une heure tardive, mais en grande pompe, que la délégation sénatoriale a été reçue au centre de déradicalisation de Riyad. Opération transparence pour le régime saoudien, qui veut montrer qu'il n'est pas inactif en matière de lutte contre le terrorisme. Nous restons pour le moment ici afin d'échanger et nous entamons la visite dans quelques instants. Nous répondrons à toutes les questions, étape par étape, que vous pourriez poser. Direction le bâtiment principal où la visite commence par un mémorial, afin de ne pas oublier ce pourquoi le centre a été construit. Et ce sont des officiers de l'armée saoudienne qui ont été victimes d'actes terroristes. C'est par une présentation de l'historique du centre, ouvert depuis 2007, que commence l'explication pédagogique. Quand nous avons commencé, il n'y avait pas de modèle à suivre dans le monde. Nous partions d'une feuille blanche. Nous avons développé ce centre qui est désormais considéré comme leader dans le monde pour combattre l'extrémisme et le terrorisme. Nous ne disons pas que le centre est parfait avec 100% de réussite, mais nous sommes sur la bonne voie. 3000 personnes ont fréquenté le centre pour une durée minimale de 3 mois. La direction se targue de 85% de réussite, c'est-à-dire une réintégration dans la société saoudienne. Un chiffre qui chute à 80% pour les détenus de Guantanamo que l'Arabie Saoudite a rapatriés après parfois plusieurs années de détention. Ici, on ne parle pas de prisonniers mais de bénéficiaires, avec un programme basé sur la réinsertion. Ce sont toujours des citoyens. Ils ont toujours des droits. Ils doivent retourner dans la société. Si nous les rejetons, ils seront repris par d'autres organisations extrémistes. Donc nous devons leur ouvrir nos bras et les aider. Et nous dépensons beaucoup d'argent là-dedans. Et ce que nous faisons, ce n'est pas une récompense pour ce qu'ils ont fait. Ce que nous faisons ici, c'est de couper le lien pour qu'ils ne retournent pas dans ces organisations où ils étaient. Nous ne connaîtrons pas le montant investi par le régime saoudien dans ces infrastructures, mais la visite du centre révèle que les moyens sont très importants. Si l'encadrement est majoritairement assuré par des religieux, le programme est complet, avec par exemple un travail de thérapie par les arts, où les prisonniers sont invités à peindre leurs sentiments. La visite des quartiers où résident les bénéficiaires montre également l'étendue des équipements. Dans ce bâtiment, vous pouvez voir des pièces pour peindre ou pour lire. Ici, c'est une petite salle de prière. Pour eux, nous avons une réintégration graduelle. Pour les plus avancés, toutes les 2 semaines, ils ont des permissions pour visiter leur famille. Vous mettez 3 bénéficiaires par chambre? Des fois 3, des fois 4. Nous contrôlons le nombre en fonction de leur état. Par exemple, les détenus de Guantanamo n'étaient que par 2 pour éviter une contagion. Ils peuvent utiliser le téléphone de 24 heures par jour, enfin, sans arrêt, mais pas de mobile. Mais la ligne est surveillée. Ouais, bah, quand même. Hopefully. Encore heureux. It's not Club Méditerranée. Pas un centre de vacances, mais les équipements mis à leur disposition peuvent parfois y ressembler. Ça, c'est la piscine. Ils ne peuvent pas venir seuls, nous les surveillons. Piscine, sauna, salle de sport ou encore billard, une manière d'adoucir les bénéficiaires, un accompagnement qui se poursuit avec un véritable travail autour de la famille, un facteur de stabilisation important, et des studios sont prévus pour les visites familiales. Nous voulons bâtir des ponts et de la confiance avec les familles et nous les respectons. Une visite complète dont les sénateurs peuvent désormais s'inspirer, même si la création de centres de déradicalisation en France ne se fera évidemment pas sur le même modèle que ceux du royaume saoudien. Tout de suite à la revue de presse. La revue de presse et on découvre ensemble les unes de vos quotidiens. On va commencer, Sophie, par La Croix.
Oui, la Croix qui revient sur le virus Zika alors que l'Organisation mondiale de la santé vient officiellement de décréter l'urgence mondiale concernant ce virus. La Croix mettant cette photo d'hommes jaunes armés de diffuseurs d'insecticides anti-moustiques, photo prise à Rio de Janeiro, le Brésil, où se propage en particulier cette épidémie transmise par un moustique. Sur l'ensemble du continent américain, ce serait 4 millions de personnes qui seraient contaminées par Zika, virus qui provoque des malformations congénitales. Les Échos à présent qui reviennent sur un sujet dont on a parlé tout à l'heure, la dégressivité des allocations chômage. C'est une idée remise sur la table par les ministres du Travail et des Finances, diminuer progressivement les allocations aux chômeurs pour les inciter à reprendre un emploi plus rapidement, quelques semaines avant que les partenaires sociaux n'entament leur discussion sur les allocations chômage. Eh bien, le débat est relancé, titre Le Quotidien, une mesure controversée à laquelle les syndicats font barrage. Voilà, comme nous l'a expliqué tout à l'heure Jean-Louis Gombaud, à présent le Figaro qui s'intéresse à la sortie de crise italienne. Oui, y a-t-il un miracle italien? Le Figaro s'interroge, un miracle peut-être du nom de Matteo Renzi, le jeune Premier ministre de gauche arrivé au pouvoir en février 2014 et qui réforme sur tous les fronts. Et ça marche, en moins d'un an, l'Italie a créé 124 000 emplois. Libération à présent, Sophie, qui s'intéresse à un scandale. Une honte de la République, titre Le Quotidien. De quoi s'agit-il? Eh bien, des écoles à Marseille. Selon Libé, elles atteignent un état de délabrement ahurissant et la mairie ne se mobilise pas. Dossier complet à lire dans Libé. Et les photos de la une en disent déjà beaucoup. Tout à fait. Merci beaucoup, Sophie. À demain. À demain. Avec plaisir. À suivre à présent, c'est l'entretien pour aller plus loin. Mon invité ce soir dirige la Fondation Jean Jaurès. Il est l'auteur de très nombreux ouvrages, dont le dernier en date s'intitule « Piège d'identité, réflexion inquiète sur la gauche, la droite et la démocratie ». Gilles Finkelstein, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. On va parler en détail de votre livre, de ce piège d'identité. Mais d'abord, un autre piège auquel on pense et dont on parle beaucoup en ce moment, ce sont les primaires à gauche. Alors pour certains, c'est un scénario de science-fiction qui n'arrivera pas, et pour d'autres, au contraire, eh bien c'est une nécessité dans ce contexte de défiance et de méfiance, et le président de la République devrait, pour cela en tous les cas, y participer. Où est-ce que vous vous situez entre les deux? Écoutez, j'aurais envie de vous dire les primaires formidables, parce que ça répond à la fois à une demande démocratique de débat que l'on voit très profondément, et à un problème stratégique de la gauche qui est que dans cette tripartition de l'espace politique, elle souffre d'être divisée. Mais j'ai envie de vous répondre oui. En réalité, je crois que c'est une chimère et que cette primaire n'aura pas lieu. Elle n'aura pas lieu pour deux raisons. La première, c'est qu'il faudrait que ce soit une primaire de toute la gauche, et au moins Jean-Luc Mélenchon, mais en réalité, je pense d'autres à gauche ne sont pas prêts à participer à une primaire avec les socialistes parce que les divergences sont irréductibles. Et pour une autre raison, c'est que c'est très compliqué de concevoir une primaire avec un président de la République en exercice. Vous avez eu tout à l'heure un débat sur les États-Unis. Lorsque le président sortant se représente pour un deuxième mandat, la primaire n'est qu'une primaire de pure forme. C'est assez étrange parce que votre fondation, comme d'autres, mais la vôtre en particulier, Gilles Finkelstein, plébiscite généralement ce genre d'exercice pour faire respirer notre système, pour faire vivre notre démocratie. Et là, tout le monde y voit tous les inconvénients possibles, imaginables. Je ne vois pas tous les inconvénients. Il y a un élément, je crois, très important et très positif. Et donc, c'est ça qu'il faudrait réussir à transformer. J'ai été très frappé quand on regarde toutes les élections présidentielles depuis 20 ans. Quand le président sortant se représente ou quand un Premier ministre se présente au terme de son mandat, le plus souvent, il le fait avec un projet assez pauvre. Et donc, ces primaires, ou en tout cas le débat qu'il peut y avoir autour de ça, s'il avait cette vertu de faire en sorte que le candidat, en l'espèce vraisemblablement François Hollande, se représente et que le débat lui permette d'apporter un projet, je crois que ce serait quelque chose de très positif. Et en tout cas, nous, Fondation, on est prêts à participer à ça parce que c'est notre rôle. Mais je note que pour le moment, c'est une chimère, une primaire à gauche. Mais justement, Gilles Finkelstein, à quelle gauche faut-il se fier aujourd'hui? Est-ce que c'est celle qui est confrontée au réel, comme le dit Manuel Valls, car pour lui, résister, c'est rester? Ou est-ce que c'est une gauche plus nostalgique de ses grands principes et qui pense que résister, c'est partir, ou en tous les cas, pas gouverner en ce moment? C'est un vrai débat qui traverse la gauche, pas en France, ou pas seulement en France. C'est un débat qui traverse la gauche partout. On était tout à l'heure aux États-Unis, le débat entre Bernie Sanders
et Hillary Clinton, c'est exactement le même débat. Le débat qu'il y a eu au Parti travailliste après la défaite, qui a conduit à l'élection de Jeremy Corbyn, c'est le même débat, avec en l'occurrence une gauche qui ne gouvernera pas. Le débat qui a conduit à la scission de Syriza, donc plutôt la gauche radicale, mais pareil, ça a traversé, à un moment ça traverse cette gauche-là, entre Varoufakis qui ne voulait pas gouverner et Tsipras qui voulait gouverner, c'est un débat qui traverse la gauche. Est-ce qu'on considère que les temps sont trop durs, que le rapport de force est trop défavorable, ou est-ce qu'au contraire on se confronte au réel? C'est ça le débat qui est posé à la gauche. Parce qu'on voit bien en Europe qu'il y a deux voies, deux possibilités pour la gauche. Soit se structurer autour de l'extrême gauche, et ça c'est le cas plutôt Syriza, ou alors se nourrir vraiment, se construire autour d'un mouvement social et citoyen. Et ça c'est l'exemple de Podemos. Est-ce que le Parti socialiste, ou ce qu'il en reste aujourd'hui, est-ce qu'il peut trouver justement ou un équilibre entre ces deux voies, ou alors choisir l'une des deux routes? Je crois que l'essentiel, c'est quel est le message qu'il porte. C'est pas quel est est-il? Vous le connaissez? Je pense que le travail qu'il y a à faire, c'est un travail de réinvention, notamment autour de ce qui constitue l'identité de la gauche depuis longtemps, et qui est d'ailleurs un des éléments fondamentaux même de l'identité de notre pays, qui est la question de l'égalité. Hein, ce mot qui est au cœur, au centre de la devise républicaine. Et un mot fourre-tout un peu aussi. Hein. Un mot fourre-tout, un mot qui, pour la gauche, et sans doute pour les Français, est beaucoup et presque exclusivement associé à la question de la redistribution. On va, par les impôts, prendre aux uns pour donner aux autres. Ma conviction, en tout cas c'est ce que je défends dans cet essai, c'est que dans un moment dans lequel la sensibilité fiscale est très forte, parce qu'il y a eu des augmentations d'impôts depuis 2011 et en 2012. Fiscale. Oui, Certains parlent même d'une hypersensibilité, ras-le-bol fiscal, ce que vous voulez. Mais on voit bien l'idée. Dans cette période-là, dans une période où on a très peu de marge de manœuvre budgétaire, donc on ne peut pas mettre du mou dans la machine, eh bien, le slogan de la grande réforme fiscale, que j'entends depuis des années et des années, je pense que ce n'est qu'un slogan et que c'est même quelque chose qui effraie les Français. Et donc, mon appel, c'est à la gauche de réfléchir à cette question-là, mais de ne pas abandonner la question de l'égalité. Il y a tellement d'autres choses à faire pour l'égalité, pas seulement l'égalité des conditions, tout le monde la même chose, mais l'égalité des chances, une vraie égalité des chances. Alors vous dites ne pas abandonner l'égalité, mais réfléchir à l'identité, c'est très important et c'est le thème de votre livre, on va en parler. Mais un dernier mot sur l'état de la gauche. Si on devait faire une radioscopie de la gauche, ça fait penser à ce que disait Gramsci d'ailleurs, peut-être que vous pouvez citer cette phrase, c'est le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur, eh bien, surgissent des monstres. On a l'impression que c'est le cas en ce moment. Le PS, il est un petit peu dans ce brouillard où la gauche, avec plein de monstres à côté, il ne choisit pas véritablement une voie. C'est pas seulement la situation du PS. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là, qui ne s'adresse pas seulement aux socialistes. J'en suis un. Enfin, j'en suis un. Oui, j'en suis un. Même si j'ai pas de responsabilité du tout. Non, j'ai pas de responsabilité au Parti socialiste et je ne travaille plus avec aucun responsable politique. Mais c'est une question qui est posée pour tous les démocrates. Dans la période de mutation que nous vivons, c'est la démocratie aujourd'hui qui est ébranlée. Elle est attaquée de l'extérieur, on l'a vu, mais elle est ébranlée aussi parce que notre croyance en la démocratie, la force de la démocratie, aujourd'hui... C'est la gauche qui est au pouvoir. Donc voilà pourquoi on s'y intéresse davantage. Alors justement, votre livre s'intéresse à un problème de fond, sujet majeur, l'identité. Quelle est l'identité d'abord de la gauche, on en a parlé, et l'identité nationale? Est-ce que vous pensez sincèrement, Gilles Finkelstein, que ce débat, on a connu un petit peu tout ce qu'il avait provoqué, les remous il y a quelque temps, quand il avait été posé par Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il peut vraiment être posé différemment aujourd'hui, simplement parce que la gauche va parler d'identité, qu'on va en parler différemment? On peut éluder cette question-là, et c'est ce qui a été fait beaucoup par la gauche, pendant que la droite l'exacerbait. Je pense que ce sont deux erreurs symétriques. C'est une question légitime, elle se pose partout, là aussi. On l'a vu tout à l'heure aux États-Unis, c'était très intéressant, la question de l'identité américaine se posait. Et donc savoir quelle est l'identité de la France, c'est une question légitime, c'est une question que beaucoup de Français se posent, pas seulement de savoir c'est quoi l'identité de la France du siècle dernier. C'est savoir c'est quoi l'identité aujourd'hui et quelle est notre place. Pourquoi dans la demain. bouche de la gauche, ce débat ne serait pas hystérisé alors qu'il a été il y a quelques années, alors que le contexte veut qu'il le soit, que ce soit une question très sensible? Pourquoi est-ce que vous allez l'aborder différemment? Alors pourquoi aujourd'hui il y a cette crispation? Parce que la seule question qui est posée derrière l'identité,
c'est celle de la religion, et c'est celle de la religion musulmane. Je cite dans cet essai une anecdote de Régis Debray qui illustre bien, mieux que de longs discours, ce qu'est ce piège. C'est en Irlande du Nord, le sergent recruteur qui voit le conscrit et il lui demande « Êtes-vous catholique ou protestant ?» Le conscrit lui répond « Je suis athée ». Et le sergent recruteur lui dit « D'accord, mais vous êtes athée catholique ou athée protestant ?» Eh bien, c'est le piège dans lequel on est en train de s'engouffrer, c'est celui contre lequel je mets en garde, parce que lorsque le débat est cristallisé sur la seule question de l'identité, eh bien, c'est la démocratie elle-même qui est atteinte. Mais elle fait partie quand même de ce débat de l'identité. Évidemment, il fait partie de ce débat et une des propositions que je formule, peut-être utopique, mais je ne le crois pas, c'est d'essayer de trouver un consensus républicain sur au moins 2 sujets qui sont au cœur de la question de l'identité, l'immigration et la laïcité. Je pense que sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers, quand on regarde concrètement les politiques publiques, il y a matière à trouver un consensus, peut-être pas entre tous les partis républicains, mais assez largement. En tout cas, je pense que ça vaut le coup de le rechercher. On va parler de l'immigration. Et de la même manière sur la laïcité. Je me retiens pour ne pas tomber de ma chaise. Gilles Fiquechal, la laïcité, il suffit de voir ce qui s'est passé il y a quelques jours entre le président de l'Observatoire de la laïcité, Jean-Louis Bianco. Là, on parle à l'intérieur de la gauche. Et Manuel Valls, qui est porteur d'une toute autre vision. Il y a eu des échanges très exacerbés, justement, et même plus que cela. Comment est-ce qu'on peut arriver à un consensus républicain quand on n'est même pas arrivé à un consensus au sein de la gauche? Ça ne m'a pas échappé, donc je vais vous faire un scoop. La semaine dernière, c'est-à-dire au cœur de cette polémique qui traversait la gauche, avec notamment Jean Glavany d'un côté, Jean-Louis Bianco de l'autre, donc 2 figures historiques de la gauche, tenantes de sensibilités différentes sur cette question de la laïcité, eh bien, nous les avons réunis à la Fondation. Et on a eu 2h30 d'échanges sur le fond, avec une question: y a-t-il et quel est le socle commun entre socialistes sur la question de la laïcité? Je pense que ce travail-là que l'on a commencé, qu'on va essayer de poursuivre, c'est difficile, eh bien, il faudrait faire la même chose, pas seulement entre socialistes, mais entre républicains. Je pense que ça serait un moyen d'apaiser la société française, de savoir quel est le socle commun, le socle qui nous rassemble autour de ce mot laïcité, qui est un mot qui est plébiscité par les Français, mais dont le contenu divise parce que chacun y met des choses partiellement différentes. Ceux qui vous regardent ce soir, ceux qui vous écoutent, disent que vous avez tellement raison, mais ils se disent aussi, mais est-ce qu'il sait qu'il y a une élection présidentielle? Est-ce qu'il sait que tous ces partis-là vont avoir différents programmes? Et vraiment, est-ce qu'il croit que François Hollande, à moins de 16 mois, 15 mois, va agiter le débat sur l'identité et sur la laïcité aussi, honnêtement? Ce n'est pas un essai pour l'élection présidentielle. Pensez à l'après. J'essaye de mettre en perspective. D'abord, ça part de plus loin. J'essaye de remettre en perspective 30 ans de vie publique et notamment de repartir de cet élément fondamental qui est la déstructuration du clivage gauche-droite sur lequel, depuis plus d'1 siècle, notre démocratie était basée. Donc, ça vient de plus loin. Et ça va plus loin. Il y a un certain nombre de propositions que je fais qui, vraisemblablement, ne verront pas le jour avant l'élection présidentielle, peut-être. En tout cas, peut-être qu'elles verront le jour après. D'autres, celles que j'évoquais tout à l'heure sur l'égalité, qui imposent de repenser en profondeur ce qu'a dit notamment la gauche depuis des années. Je ne crois pas que ça va être fait en un instant. Donc, ce sont des éléments pour ouvrir le débat. Après, le plus tôt sera le mieux. C'est très bien. Allons dans votre sens. Vous dites, regardons plus loin. Merci. On va le faire. Allons plus loin, justement. C'est le titre de l'émission. Pour cette gauche, si cette gauche devait porter ces concepts très importants d'égalité d'un côté et d'identité de l'autre, quels seraient les traits, parce qu'il faut quand même personnaliser tout cela, de l'homme ou de la femme à gauche, qui aurait le courage politique d'affronter ces débats? Est-ce que ce seraient les traits d'un Emmanuel Macron? Est-ce que vous voyez en lui, justement, le briseur de tabous, pas seulement économiques, mais également sur des thèmes comme ceux-là? Ça fait 25 ans, ça fait longtemps maintenant que j'ai travaillé pour des responsables politiques. J'ai travaillé avec Pierre Mauroy pendant longtemps, j'ai travaillé avec Dominique Strauss-Kahn pendant longtemps, avec beaucoup d'autres. J'ai travaillé pendant la campagne présidentielle, notamment sur le discours du Bourget, je le dis dans le livre. Aujourd'hui, je ne travaille plus pour personne. Et donc, c'est précisément pour éviter de rentrer dans ces questions qui veulent... Après qu'on essaie d'interpréter ce que je dis, il n'y a aucun
aucune interprétation à faire, je ne roule pour personne, c'est simplement... Est-ce que vous avez une vision historique de la gauche? Parce qu'on a peut-être tendance, nous, vous allez me dire si c'est le cas, peut-être à exacerber parfois les tensions qu'il y a au sein de la gauche, mais est-ce que votre vision nous permet de dire, regardez les divergences qu'il y avait entre un François Mitterrand et un Michel Rocard sur l'économie, entre un François Mitterrand et un Jean-Pierre Chevènement sur l'Europe? Est-ce qu'on a la mémoire courte et on oublie tout cela? C'est ça l'histoire de la gauche aussi. Oui, pour partie, vous avez raison. Je pense peut-être que c'est paradoxal de le dire aujourd'hui, mais que les divergences étaient beaucoup plus fortes il y a 25 ans au sein de la gauche qu'elles ne le sont aujourd'hui. On dit qu'il n'y a plus de différence entre la gauche et la droite. Le débat qui opposait, mais qui était un débat réel, ce qu'on a appelé les frondeurs avec le gouvernement, ça portait sur l'affectation de 3 ou 4 milliards dans un sens ou dans l'autre. Quand on voit les propositions, et pour le coup elles sont convergentes, d'Alain Juppé, de François Fillon et de plusieurs autres à droite. D'abord un match de personnalité à droite. Oui, mais ils ont fait une proposition commune. C'est une réduction au-delà des 50 milliards de la gauche, de 100 milliards supplémentaires. Donc, vous voyez, les divergences qu'il y avait à gauche, c'était 3 ou 4 milliards, ce n'est pas rien. 100 milliards entre la gauche et la droite, c'est la conception même de l'État. Ça fait un beau débat pour l'élection présidentielle, quel que soit le candidat à droite et quel que soit le candidat à gauche. Pour terminer sur l'identité, est-ce que le cœur du problème, en tout cas du sujet identitaire français, il est au-delà peut-être de la religion et autres? C'est ce que nous allons devenir, nous, Français, dans le monde, ce que va devenir notre pays, bousculé par la mondialisation, c'est un fait, face à d'énormes défis. Justement, c'est imaginer cette vision de l'avenir, beaucoup plus générale. Peut-être qu'il faut poser comme cela le débat, je vous pose la question. C'est exactement ça. Si l'identité se résume à une nostalgie, on est foutu. L'identité, c'est se projeter dans l'avenir. Et donc, moi, pourquoi je plaide, c'est qu'on parle de l'identité de la France, mais qui est l'identité de la France dans l'Europe, dans la mondialisation, et de savoir comment nous trouvons notre place. C'est ça le vrai débat, et c'est pas de savoir ce qu'était la France il y a 100 ans. Évidemment, c'est très important de savoir ça, je suis très attaché, vous l'avez dit, à l'histoire, mais c'est ne pas se limiter seulement à cette vision-là. Voilà, c'est beaucoup plus large, et puis nous verrons dans les prochaines semaines ou les prochains mois qui aura le courage, à gauche en tous les cas, d'affronter ces sujets. Merci beaucoup, Gilles Fickelstein, c'est un plaisir de vous recevoir. Je rappelle le titre de votre livre, Piège d'identité, réflexion inquiète sur la gauche, sur la droite et la démocratie aux éditions Fayard. Merci à vous. On arrive presque à la fin de cette émission, mais d'abord, c'est le zapping Public Sénat, moment choisi ce soir par Nathalie Guilloire. Moi, je suis très respectueuse de l'indépendance des pouvoirs, du pouvoir de la justice. Je considère que si le président de la République, qui avait certainement, bien sûr, tous les éléments du dossier, a considéré qu'il pouvait envisager une grâce présidentielle, c'est qu'il pouvait le faire. Ce rapprochement économique entre Téhéran et l'Occident commence bien pour la France, avec la signature attendue d'un contrat portant sur l'achat de 114 Airbus. On commence toujours en Iran en félicitant la France de l'accueil Imam Khomeini, et plus dur sera la chute dans la suite du discours. Donc il ne faut pas abuser de cela. C'est très bien d'avoir eu de bonnes pages dans l'histoire des relations franco-iraniennes. Le tout maintenant, c'est de continuer de travailler pour que ces bonnes pages se traduisent en réalité. Et là, c'est notre boulot. Chaque jour, il faut décharger la camionnette remplie de bouteilles, canettes, gobelets et papiers pour les trier. Chaque jour, les joyeux recycleurs collectent 250 kilos de déchets auprès de 150 petites et moyennes entreprises en Île-de-France. On sous-estime le risque présent dans les secteurs des énergies fossiles, tout simplement parce qu'il y a énormément de subventions publiques qui maintiennent ces secteurs artificiellement, et également parce que ces secteurs-là ne portent pas le coût des impacts négatifs sur l'environnement ou sur la santé des populations. Vous voyez, c'est pas normal qu'on n'ait pas une agriculture qui puisse nous permettre d'avoir des amendes européennes ou italiennes ou espagnoles, ou voilà. Il n'y a pas d'agriculture d'amandes en France? Mais si, il y en avait plein. Il y a des amandiers partout. Il y a plus personne qui les exploite. Voilà, ça veut dire qu'on a abîmé notre agriculture. Ah, l'agriculture en France, c'est sûr qu'il y a peut-être moins de gens qui ont envie d'exploiter. Alors, il y en a, mais elles ne sont pas à ce prix-là. Peut-être nous expliquer, est-ce que vous avez des amandes françaises? Ou espagnoles, ou que Californie. Pourquoi? Il n'y a pas. D'accord, d'accord. En Grèce, plus d'un jeune sur deux est au chômage.
Ils sont de plus en plus nombreux à quitter le pays. Salut. Salut. Après les examens, tu vas faire quoi, toi? C'est ma dernière année à la fac. Je suis inquiet pour l'avenir. Qu'est-ce que je vais faire? Et tu penses à partir? Je sais pas, je vais d'abord faire mon service militaire. La question de la dette grecque n'est toujours pas résolue, donc c'est sans fin. Et donc cela crée un manque de perspective et d'espoir pour tous ces gens. Michel Berson, le sénateur de l'Essonne, et nous sommes sur le plateau de Saclay, plus précisément à l'école Supélec. Supélec, c'est une des 9 grandes écoles implantées sur ce territoire. Universités, écoles d'ingénieurs et organismes de recherche, tous emménagent ici sur un grand campus. En 1998, lorsque j'ai été élu président du Conseil général de l'Essonne, j'ai compris tout de suite que sur le plateau de Saclay, il était en train de se passer quelque chose. Il y a une grande contradiction dans la politique saoudienne, ce n'est pas que la politique saoudienne, c'est-à-dire d'abord, ils se sont mobilisés contre les groupes islamistes radicaux à partir du moment où il y a eu des attentats en 2003-2004 en Arabie saoudite, qui ont réellement changé leur vision, qui ont fait qu'ils ont pris des mesures, je suis d'accord, financières notamment pour contrôler autant que faire se peut les flux. Hélas, nous avons tous des parents, des amis, des enfants qui ont été confrontés au chômage. La certitude d'avoir 2 ans au même niveau ralentit peut-être la recherche dans les premières semaines. Et ce sont les premières semaines qui sont décisives pour la réinsertion. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain avec Territoire d'Info. L'invité, c'est Édouard Philippe, maire Les Républicains du Havre et soutien d'Alain Juppé. Quant à moi, je vous retrouve à 22 h pour nos débats, décryptages et grands entretiens. Belle et douce fin de soirée en notre compagnie, bien sûr.